Musique, Frédéric Huttman. Bonjour, Frédéric Huttman au micro. J'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel entretien. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir David Selig. David, bonjour. Bonjour. Alors, si j'ai le grand plaisir de vous recevoir, c'est à l'occasion de la parution d'une intégrale des sonates pour violoncelle et piano de Beethoven. On dit violoncelle et piano ou piano et violoncelle Grande discussion. Beethoven les appelait pour piano et violoncelle, mais a évolué pendant. Oui. Et il y a non seulement les sonates, mais aussi l'intégrale des variations. Oui, tout à fait. Vous ouvrez d'ailleurs par un des deux cycles de variations sur un thème de la flûte enchantée. Pourquoi vous avez choisi d'ouvrir justement par ces variations et pas par la première sonate, David ? Alors, d'une part parce que les variations, les deux séries, que ce soit celle-là ou de Handel, sont antérieures aux premières sonates, donc encore plus jeunes, encore plus teintées de style d'Haydn, mais aussi parce que ça fait une ouverture très guillerette et joyeuse et ouverte et peut-être moins typée et dense que le premier mouvement de la première sonate, qui est vraiment toute de densité. Voilà. Bon, 5 sonates, 5 chefs-d'œuvre. 5 chefs-d'œuvre tellement différents les uns des autres, David. C'est incroyable parce qu'en 5 œuvres comme ça, Beethoven nous donne... Alors, c'est pas comme dans les sonates pour piano, comme ça, où on a tout un horizon beethovenien intégral quasiment. Là, c'est sur 20 années de composition de Beethoven. Et puis, les 4 et 5, c'est vraiment du Beethoven, du dernier Beethoven. On est vraiment vers des horizons très modernes. Mais on n'a pas comme ça une étendue énorme. Il y a une grande différence entre la première, la deuxième, et puis la troisième et les 4 et 5. Mais c'est comme ça en 5 sonates quand même. Oui, c'est très dense. Et c'est vrai qu'il n'y a pas toute la gamme... qu'il n'y a pas toute cette gamme qu'il y a pour les sonates de piano, c'est normal puisqu'il y en a 32. Mais néanmoins, nous, on trouve que ces 5 sonates représentent 3 étapes fortes et très typées dans la vie créative de Beethoven. Le début, le premier style, quand vraiment il s'affranchit de ses prédécesseurs et s'établit. Puis la grande période du milieu qui peut être très lyrique comme l'est cette sonate, ou alors très rythmique comme la 5e symphonie, mais qui est une période centrale où il se sait maître de ses créations et où il crée des grandes fresques très équilibrées. Et puis la dernière période qui est très moderne, expérimentale. Et donc ces 3 étapes majeures sont représentées. En fait, l'ensemble de ces sonates permet, d'une manière sans doute plus claire et lisible pour un public, par exemple, de parcourir la vie de Beethoven que, par exemple, les sonates pour violon, qu'on ne donnerait pas en un concert de toute façon, mais voilà. Oui, et puis c'est vrai que la Kreutzer, elle est quand même antérieure à cette dernière période, et même la 10e, on n'est pas vers les derniers horizons. Non, alors la 10e, elle démarre la dernière période, mais c'est encore, c'est un peu intermédiaire avant cette dernière période. Alors que les 2 dernières pour violoncelle sont, comme vous l'avez justement dit, très modernes et novatrices. Vous les interprétez avec un complice, alors presque de toujours, puisque vous êtes connu en 86, c'est Gary Hoffman, un violoncelliste merveilleux. Vous êtes connu, vous me l'avez rappelé hors micro, David, lors du concours Rostropovitch qu'il a remporté en 86. Absolument, c'est un magnifique souvenir. Gary connaissait déjà Christian Evaldi, qui n'était pas disponible et ne souhaitait pas accompagner ces concours-là, et moi j'ai accepté ça avec délectation. Christian m'avait dit à l'époque qu'il ne savait pas vraiment pourquoi Gary venait faire des concours, puisqu'il avait déjà une très belle carrière partout, mais spécialement aux États-Unis. Et je pense que pour Gary, c'était l'occasion aussi de venir se présenter et se créer un parcours en Europe un peu plus étoffé, ce qui s'est fait. Et toute l'expérience de ce concours, puis les quelques mois après, a été très forte pour nous deux, je pense. La rencontre musicale et amicale a été très, très pleine tout de suite. Oui, mais vous, David, j'ai eu l'occasion souvent de vous rencontrer et de parler de votre travail au premier plan de votre travail avec la voix. Enfin, vous êtes quand même au premier plan connu pour votre énorme travail avec des chanteurs, David. Et alors, on se retrouve avec un violoncelliste. Ça s'est fait au début, quand j'ai commencé à jouer des concerts. C'est vrai que ça a commencé plutôt du côté chant, mais j'étais toujours passionné de musique de chambre avec instruments. Et je dois dire que même si ça n'a pas
perdurer de la même façon, ce qui est une façon, il faut dire, assez exceptionnelle dans notre vie moderne où tout va vite. Et donc, d'avoir un partenariat avec quelqu'un qui dure 35 ans, ce n'est pas très, très courant. C'est un grand bonheur, un privilège. Mais j'avais joué quand même beaucoup j'avais accompagné un cours de violon à Paris au début. Donc, j'ai connu des violonistes avec lesquels j'ai eu le grand bonheur de jouer pendant peut-être 10 ans avec Gilles Lapape au début de son parcours. Corsia avec d'autres instrumentistes, avec Marc Copé, avec d'autres gens. Donc, j'ai toujours fait aussi de la musique instrumentale, un peu moins densément qu'avec des chanteurs, c'est vrai, au début. Et c'est quand même, il y a un lien. On connaît beaucoup de duos, piano-violon, à commencer par Arthur Grumiaux, Clara Askill, Menuhin Kempf ou d'autres. Mais il y a quelque chose avec les duos violoncelle-piano. Si je pense à Georgi Sebok avec Janos Starker ou Rostropovich, Richter, il y a des duos comme ça. Bon, vous aujourd'hui avec Gary Hoffman, il y a un lien quand même particulier entre le violoncelliste et le pianiste. C'est vrai. Je pense que ces rencontres-là sont un peu aussi des fruits de hasard. Peut-être que le violoncelle étant un instrument plus profond, littéralement, vraiment rattaché à la voix humaine, ça a peut-être quelque chose à voir avec ça. Ensuite, ce sont vraiment des fruits de hasard et voilà, je mesure le privilège que ça a été de partager ces années en musique avec ce magnifique musicien et personne, Gary. Gary Hoffman, comment ça se passe justement quand on joue avec quelqu'un depuis si longtemps mais qu'on remet sur le métier ces partitions qui sont inépuisables, vous avez beaucoup de discussions encore ou alors vous n'avez même plus besoin de vous parler? C'est une excellente question, cher Frédéric. Très peu de discussions. Au bout de quelques temps, je pense que pendant une période, 3 ans, 5 ans, peut-être 8 ans, il y a eu des discussions normales et des fois il fallait quand même qu'on cherche la manière d'expliciter ce qu'on avait peut-être à partager, à se dire. Mais je dois dire que dès les premiers moments de musique partagée ensemble, on a dû sentir, c'est pour ça qu'on continue à jouer tout ce temps-là, on a dû sentir une approche commune de ce que c'est que le langage, de se parler et aussi de la façon de partager avec une écoute qui est toujours ouverte. Et ça, du côté des instrumentistes, c'est peut-être un peu plus rare que chez nous, les pianistes qui jouent beaucoup en ensemble. Et Gary, il a été éduqué avec ça depuis sa toute petite enfance, puisqu'il vient d'une famille musicale où il faisait de la musique de chambre en grande tournée depuis vraiment ses débuts. Et puis, par goût, par son regard sur la musique, qui est vraiment un dialogue permanent. Donc, c'est ça qui, je pense, nous a réunis. Alors maintenant, pour finir sur la question, revenir à la question, il y a très, très peu de discussions. On peut faire une répétition, entre guillemets, qui fait lecture du programme. Il a toujours la plaisanterie que c'est moi qui dis 2 choses par œuvre, globalement, et puis on passe à la suivante. Et c'est tout. Mais parce qu'il y a une confiance mutuelle dans l'écoute et dans la disponibilité de l'autre, non seulement à la répétition, mais aussi tout ce qui va changer au moment du concert. Et on sait qu'on est sur un discours bien partagé dont on n'a pas tellement besoin de discuter. Avant Beethoven, il n'y a pas eu de cycle comme ça Non, Beethoven, c'est les premières vraies sonates de duo. Alors, il y a des compositeurs qui ont beaucoup écrit pour violoncelle, Boccherini, Locatelli, des grandes œuvres, plutôt de solo Locatelli, mais Boccherini, des sonates avec basse continue. Mozart n'a rien écrit pour violoncelle solo. Haydn, 2 concertos. Oui, mais pas pour. Pas du tout pour ensemble. Alors, il a commencé à libérer un tout petit peu la voix de violoncelle dans les trios, mais c'est encore très teinté de l'époque d'avant. C'est aussi le développement de l'instrument en lui-même, avec plus d'ampleur de son, et aussi du piano, qui devient un instrument plus solide. Alors Mozart a écrit beaucoup de sonates pour violon, mais je crois que le violoncelle dans son esprit était avant tout l'instrument de basse. Alors bien sûr, on le rappelle, il y a 5 sonates. La plus connue, la plus jouée, indépendamment des autres, c'est la 3e, David Selig. C'est peut-être celle qui a la forme la plus
pas classique, mais la forme apparemment construite avec le plus d'évidence. Oui, équilibrée sur un modèle classique, absolument. Pardon, excusez-moi de vous interrompre, avec quand même un mouvement lent qui est un peu frustrant parce qu'il est tellement beau et tellement court. Alors, en fait, c'est un équilibre particulier qu'il a un peu retrouvé, par exemple, dans le 4e concerto. Le mouvement lent est plutôt court, oui. Où il y a certaines autres œuvres instrumentales de la même époque où il n'y a pas de vrai mouvement lent. Mais le premier mouvement a ce rôle de grand lyrisme, de grand chant permanent. Il y a très peu de virtuosité apparente, de motricité dans ce premier mouvement. Après, il y a le scherzo qui est une sorte de mouvement perpétuel sur l'énergie rythmique bien connue de cette époque de Beethoven. Et puis, il y a cette magnifique petite introduction et un mouvement final qui est un peu, pour moi, proche du concerto pour violon et certains moments joyeux dans les symphonies, la 6e ou même la 7e, voilà, et qui est dans le même ton que cette sonate 3e de la majeure, lumineuse, solaire un peu. Et c'est vrai que ça fait un équilibre, une sorte de perfection d'équilibre et de langage, d'accomplissement déjà. Pour cette 3e. Je vous ai entendu en concert jouer quelques sonates de Beethoven, David. Vous les jouez toutes ou pour vous aussi? Les sonates pour piano solo? Oui, les sonates pour piano pas toutes. Solo. Oui. Alors, comme certains autres pianistes, la Hammond clavier, ça va rester dans le placard. J'avais commencé à travailler pendant mes études le premier mouvement, mais voilà, c'est un peu trop sportif maintenant. J'ai joué, disons, une bonne moitié, je pense, des sonates pour piano. C'est la vie qui a fait que vous avez eu tellement d'activités par ailleurs, voilà. En duo, en musique de chant. Enfin, j'ai tout joué pour moi, oui. Bien sûr, y compris à ma clavier. Et alors, quand là, vous allez jouer donc ces 5 sonates et les 3 cycles de variations à Gaveau le 8 octobre prochain, en 2 concerts qui suivent, le dimanche 8 octobre, David, quand vous remettez sur le métier ces partitions avec Gary Hoffman, comment ça se passe? Chacun travaille de son côté ou vous vous remettez ensemble directement? Non, il y a une part de travail de préparation individuelle, parce que malgré tout, ce sont des œuvres, je dirais, pianistiquement, instrumentalement, pour nous deux, aussi exigeantes que n'importe quelle œuvre. Des sonates pour piano solo, il y a les mêmes... Pas dans la durée exactement pareil, puisque le discours, la motricité, la rapidité ou les choses qui peuvent poser question sont partagées entre deux. Mais quand même, c'est très exigeant. Donc, non, je suis en plein travail de préparation de ça pianistiquement de mon côté. Oui, j'entends bien, mais quand vous remettez à les jouer... Alors, on va se voir, on va parcourir l'ensemble sans doute une fois, mais c'est tout. Et après, Alors, ça paraît simpliste. Chacun, pendant la période de préparation individuelle, chacun fait évoluer tout naturellement certains aspects de notre regard, plutôt dans le détail que dans la conception générale. Et puis on se retrouve et c'est la confiance et la disponibilité du moment qui fait que ces choses-là sont intégrées sans qu'on ait besoin d'en parler. Alors, on va se dire, cette mesure-là, est-ce que je peux avoir un poil plus de temps? Et ça va se cantonner à 2-3 exemples. Peut-être en tout, pour ces 8 œuvres, peut-être qu'il y aura 5 choses à discuter. Alors, tout est merveilleux dans cette musique. Presque 2h30 de musique. Il n'y a pas une note qui ne soit pas sublime. Mais pour moi, il y a quand même des sommets parmi le sublime, notamment l'introduction de la 2e sonate, comme ça, qui est poignante. Enfin, c'est une musique... tellement saisissante. C'est juste. Ça, c'est déjà aussi, je pense, une étape d'exploration et de modernité quelque part. C'est très original dans la façon d'écrire, dans le dialogue entre les 2 instruments, qui a une grande indépendance. Et aussi, là où c'est vraiment extrême dans l'exploration de la nouveauté, c'est la fin de cette introduction, où il y a des grands silences. Et qui, à mon avis, n'ont pas existé dans le langage musical jusqu'à ce moment-là. Et ensuite, ce sera exploré aussi par Beethoven, mais beaucoup plus tard, et aussi par Schumann, par exemple, dans Les Amours du Poète, il y a un Lied, Ich hab im Traum geweinet,
qui est aussi une musique qui presque traite le silence comme ça. Et Schumann a des moments comme ça, mais à la fin de cette introduction de Beethoven, il y a des très longs silences. Et c'est un dramatisme dans la pathétique qui est forcément très, très poignant. Vous ne pouvez pas vous empêcher de revenir vers la voix, David, parce que c'est quand même toute votre vie aussi. C'est bien le piano, la musique de chambre, et puis la voix, tout votre travail avec la voix. Justement, quand vous travaillez avec un chanteur, il y a le problème purement instrumental, vocal, et puis il y a le poème. Et en plus toute cette surcharge que vous connaissez en tant que pianiste, alors que là quand vous jouez avec un violoncelliste ou un violoniste, il n'y a pas toute cette part poétique, je veux dire au niveau du texte. C'est vrai. Alors en l'occurrence, oui. Quand on joue notamment les variations, il se trouve que deux des séries de variations de Beethoven sur la flûte enchantée sont sur les textes de la flûte enchantée. Et donc, il y a quand même un texte sous-jacent. Les premières qu'on va jouer là, en fa majeur, qui sont sur l'air de Papageno, il me faut soit une femme, soit une jeune femme, si je peux dire. Et puis l'autre, qui est le magnifique duo entre Pamina et Papageno, que les hommes et les femmes, de quelques origines qu'ils soient, peuvent sentir de la même manière l'importance de l'amour. Donc c'est un texte magnifique, avec un message philosophique. Et ces textes parcourent malgré tout ces œuvres, et c'est une leçon pour nous, quand on joue d'autres pièces instrumentales, qu'il y a très souvent, non pas forcément un texte aussi direct, mais un sous-texte voulu, émotif. Sans doute, les compositeurs pensent souvent quand même à des mots, plutôt à des affects, des émotions, des sentiments, en écrivant des pièces instrumentales. Alors on a parlé de la troisième sonate, de la deuxième. Alors la quatrième, qui est très brève, aussi elle est très particulière, en 2 mouvements. Ça aussi c'est très inhabituel. Oui, alors ça fait partie de l'originalité des recherches de Beethoven à cette époque. C'est vraiment, je pense, les sonates pour violoncelle sont parmi les premières de ses œuvres très condensées, très concises de la fin de la vie de Beethoven, comme certains des quatuors, des derniers quatuors. Et il y a plusieurs sonates pour piano qui sont écrites aussi en 2 mouvements, ou des mouvements plus diffus, mais par exemple la dernière sonate de Beethoven est écrite en 2 mouvements, avec une introduction lente et puis des variations à la fin. Alors celle-ci, la quatrième pour violoncelle, c'est très particulier et avec une densité d'expression. Alors quand on dit il y a 2 mouvements, au début du deuxième mouvement, il y a une très longue introduction en 2 parties qui est très particulière, très moderne et très flottant, avec un rappel à un moment du début de la sonate. Il y a aussi cet aspect cyclique qui vient dans l'écriture de Beethoven à cette époque. Et voilà, des inventions extraordinaires et qui restent très modernes, déroutants à premier abord et d'une inventivité géniale. Proprement. Alors ces œuvres pour violoncelle et piano de Beethoven sont au nombre de 8, 3 variations, 5 sonates. Elles vous accompagnent depuis presque toujours, David, et puis elles vont vous accompagner là cette année. Vous allez les donner en maintes endroits. Absolument. Avec Gary Hoffman. On a la chance de voyager pas mal avec ce programme. C'est extraordinaire quand même d'aller dans des pays étrangers avec ce répertoire. Un tel bonheur pour vous à interpréter. Enfin. C'est certain. Alors, on n'a pas toujours joué, toute notre vie partagée de musique, on avait toujours joué très souvent une sonate, voire 2, voire parfois un petit peu plus. Ça fait maintenant quelques années qu'on commence, aussi sans doute lié à cette idée de production de l'enregistrement qui est là depuis quelques années, à faire tourner un programme où on joue les 5 sonates. On a un programme avec 2 entr'actes. Et ça, c'est vraiment tout un monde déjà qui est un grand voyage pour le public. Alors là, de tourner avec ce programme dans des pays divers et variés, au Portugal, maintenant au printemps en Espagne, mais aussi à Jérusalem, à plein d'endroits en France, c'est une opportunité merveilleuse. Et je dois dire que peut-être pour tout musicien, enfin pour beaucoup de musiciens, de pouvoir rejouer ce répertoire-là en particulier, ça n'a rien de redire les mêmes choses.
on n'a qu'ouvrir la partition pour retrouver tous les jours quelque chose de nouveau et de nouvelles angles de vue, d'éclairage, aussi en fonction de notre état, de l'endroit où on joue. Ça varie voilà, tout le temps. C'est un enrichissement perpétuel. Mais même pour nous, auditeurs, c'est-à-dire qu'il y a des chefs-d'œuvre qu'on ne peut pas réécouter tout le temps, parce qu'au bout d'un moment, on peut s'en lasser, puis on attend quelques années avant de les réécouter. Mais ces œuvres de Beethoven pour violoncelle et piano, on peut les écouter tous les jours chez soi, on s'en lassera jamais. Enfin, il y a quelque chose d'incroyable, de constamment surprenant. C'est vrai que les 5 sonates sont 5 mondes, parce qu'il y a les paires de sonates, les premières et les deuxièmes et les dernières. Donc 1, 2, 4, 5 sont des paires d'opus, mais dans ces paires, le monde est vraiment très très différent entre les deux de chaque paire. Et c'est sans doute voulu de la part de Beethoven. Peut-être encore plus que les opus groupés comme ça de 2 ou 3 sonates pour piano. Opus 31 ou opus 10, où il y a des cycles. Bref, mais voilà, ce sont 5 mondes totalement différents, chacun d'un plein accomplissement. Et alors, bon, vous, le piano de Beethoven, il vous est familier par les sonates, par des œuvres de musique de chambre. Mais Gary Hoffman, il dit quoi au niveau de l'écriture du violoncelle? Est-ce que c'est une écriture qui, pour un violoncelliste, tombe sous les doigts? Ou alors c'est vraiment, comme souvent chez Beethoven, un peu contre l'instrument? Oui, comme d'ailleurs, parfois pour le piano. C'est-à-dire que Beethoven, il a son exigence musicale. Il se fiche de savoir si ça vous... Alors, c'est complexe cette question, parce que quand même, il écrit très très bien pour le piano, mais parfois, c'est tordu, et on doit lutter contre la forme naturelle de la main ou le rapport de ça à l'instrument. Pour le violoncelle, c'est un peu plus un développement, c'est-à-dire qu'au début, vraiment, Beethoven écrit la voix de violoncelle souvent en dessous du piano, comme une ligne de basse ou une deuxième voix, assez souvent, pas tout le temps. Ça commence bien à chanter, on sent bien. Mais par exemple, pour reprendre l'exemple de début de deuxième sonate, cette introduction magnifique, lente, c'est vrai que c'est le piano qui a le chant au début et le discours qui porte le discours souvent. Et ça évolue. Bon, les 2 premières sonates, le violoncelle joue souvent dans le registre grave à médium. Dès le départ de 3e sonate, ça change radicalement. Et Beethoven a été le compositeur qui a affranchi le violoncelle et qui lui fait jouer, chanter sur tous les registres des voix humaines chantantes imaginables. De basses profondes par exemple, dans la 4e sonate, il y a pas mal de do grave, la dernière corde à vide, jusqu'à l'extrême aigu. Dès la 3e. Aussi, cette 5e sonate aussi qui est extraordinaire, avec ce mouvement lent qui lui aussi est poignant. C'est déchirant cette musique, David. Oui. Alors, c'est le seul vrai mouvement lent, entièrement construit comme une unité et qui a une certaine forme de durée et qui, il est vrai, est un des moments les plus pleins émotionnellement, les plus poignants, les plus profond, je pense, dans le cycle. Il y a une partie lente, une sorte de chorale déploration qu'on retrouve à la fin. Et au milieu, il y a la contrepartie de l'aspiration à la lumière. Je pense que ce discours fait partie de l'aspiration de Beethoven spirituelle à cette époque de sa vie, et notamment sa passion pour les croyances orientales, le bouddhisme, et la recherche de quelque chose qui est une ascèse, qui est une aspiration à une spiritualité qui n'est pas traditionnellement chrétienne, mais une aspiration au plus haut. Et on sent ça dans cette musique très fort. On peut penser d'ailleurs, peut-être que je m'égare, à cette fameuse sonate à Mörklavier que vous ne jouez pas, mais au mouvement lent de la Mörklavier, enfin qui est 3 fois plus long, mais il y a la même densité émotionnelle. Oui. Dans ce mouvement lent. Et quand vous jouez, vous travaillez tout seul cette musique sans le violoncelle, qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que ça donne cette musique quand on joue tout seul? Alors, tout seul, l'effet émotionnel est forcément moindre quelque part. Il y a aussi, puisque cette musique-là,
n'est pas spécialement exigeante instrumentalement. Bon, avec des parties qu'il faut quand même revoir pianistiquement, il y a dans la partie du milieu, et puis quelques gestes pianistiques, mais ce n'est pas ça la difficulté. La difficulté, c'est d'une part la concentration, et deuxièmement, le plus exigeant dans ce mouvement, c'est l'ensemble avec le violoncelliste, puisqu'on bouge à l'unisson au niveau de mouvement très lentement. Et rien n'est fixé. Donc, le travail préparatoire de ça, c'est plutôt se donner une ouverture vers ce qui va se passer ensemble. Alors, il y a ce mouvement aussi de fugue qui termine cette sonate, ça aussi qui est incroyable. C'est aussi qui ouvre vers des horizons. Enfin, ce traitement de la fugue chez Beethoven, c'est quelque chose de particulier. Et puis, c'est quand même en même temps assez bref, mais tellement dense. Oui. Ça, c'est quelque chose qui se retrouve dans cette fin de vie de Beethoven. Bon, il a déjà écrit des fugues avant, mais on pense à la grosse fugue, la grande fugue du Quatuor. Et là, pour le coup, le langage est extrêmement moderne et déroutant et très dissonant par moments. Pour lui, le travail de la fugue, on dit un travail. La fugue peut représenter un travail sur la vie, sur le contrepoint poussé à ce degré. Oui, ça représente un travail sur les tensions de la vie et sur les difficultés, et, voilà, les dépasser, arriver à une sorte d'accomplissement. Il se trouve que c'est très rare d'avoir une fugue entre un instrument à cordes et le piano, et donc, en l'occurrence, le piano représente 2 voix, parfois 3, et le violoncelle, une voix à part complètement égale. Et ça, c'est particulier. C'est aussi très difficile, et instrumentalement et musicalement. David Selig, on va s'éloigner de ces sonates et variations de Beethoven pour évoquer juste une partie de votre itinéraire. Durant 12 ans, vous avez été professeur au CNSM de Lyon, donc des 2 grandes institutions françaises, celui de Paris, celui de Lyon. Professeur, alors rappelez-moi le titre exactement. Professeur de la classe d'accompagnement. Oui, donc c'est pas seulement voix et piano, c'est aussi travailler avec d'autres instruments. Absolument. Alors, il y a une tradition de ces classes d'accompagnement en France qui remonte probablement à Nadia Boulanger, sinon même plus tôt, sur l'idée de l'accompagnement de la musique baroque. Mais en tout cas, Nadia avait une forme particulière de regard sur cet art de piano d'ensemble. Et puis, sur une certaine forme de lecture, c'est-à-dire de pouvoir déchiffrer des partitions, de pouvoir transposer, de pouvoir réduire une partition d'orchestre sur le piano. Moi, en arrivant à Lyon, je sais que ces classes existent et qu'elles ont toutes sortes de qualités et d'outils nécessaires pour nos métiers. En même temps, moi, j'avais l'aspiration de tirer cette classe en étant nommé, en me sentant quelque part légitime pour apporter ma propre culture musicale vers une pratique. Puisque je pense que, en tout cas, mon but était de former les meilleurs musiciens pianistes possibles pour que ces jeunes puissent aller irriguer la vie musicale en France et ailleurs avec le plus de qualité et d'aspiration et d'ambition musicale possible. Voilà. Et voilà, en tout cas, qui était un résultat à la hauteur de vos espérances, David, puisque en plus il y a eu tellement d'élèves qui sont passés entre vos conseils, vos mains, je ne sais pas comment. Ça a été un grand bonheur, un privilège de passer ces 12 années à Lyon. Je me souviens très bien qu'au début, j'ai été un peu marqué parce que venant de conservatoires autres, conservatoires plutôt de région d'avant cette expérience, le niveau a tout de suite été ressenti d'une manière avec un bond en hauteur. Mais très vite, il se trouve que j'ai eu ce poste à un moment de ma vie où j'avais assez d'expérience pour me sentir, pour avoir une transmission possible. Ça s'est vraiment, je trouve, bien passé. Et c'est vrai que j'ai eu énormément d'étudiants qui sont partis dans la vie musicale riche et belle que je leur souhaite. On va terminer avec ces œuvres de Beethoven pour violoncelle et piano, ou pour piano et violoncelle, David Selig, ce double album qui vient de paraître pour la Dolce Volta, où vous êtes aux côtés
de Gary Hoffman. Il y a d'autres musiciens avec lesquels vous êtes retrouvés comme ça, avec autant d'affinité parce que Gary Hoffman, voilà, depuis 86, c'est votre compagnon d'âme musicale. Je ne peux pas dire que j'ai eu des partenaires de tout à fait cette durée de vie, si je peux dire. Mais au tout début de mon activité, j'ai beaucoup joué avec un baryton qui s'appelait Udo Heinemann et on avait fait des concerts pendant 20 ans, grand interprète du répertoire de lead et de mélodie. J'ai eu aussi un partenariat soutenu avec François Leroux, mais un peu moins, parce que François, il a beaucoup travaillé avec Jeff et d'autres collègues merveilleux. Et puis par la suite, dans la suite de Udo, j'ai eu la chance de rencontrer une grande chanteuse néerlandaise, Jaat van Ness, avec laquelle aussi on a fait des concerts importants dans des grandes salles. Elle a laissé des enregistrements malériens mémorables. Oui, formidable. Une grande artiste. Et donc il y a eu 2-3 personnes dans ma vie musicale, de vrais partenaires dans la durée. Voilà. Et puis beaucoup d'autres gens. Mais c'est vrai que je dirais, pour résumer, qu'avec Udo, on a eu cette complicité et un peu le même type de rapport. Et puis avec Gary, ça s'est construit voilà, tout naturellement. Ça s'est construit naturellement et ça continue de se construire. Je rappelle cette intégrale des sonates et variations de Beethoven pour violoncelle et piano. Vous êtes aux côtés de Gary Hoffman. Ce concert, double concert, le 8 octobre prochain à la salle Gaveau. David Selig, il me reste à vous remercier infiniment d'avoir été mon invité. C'est moi qui vous remercie, Frédéric. Merci.
Thank you.